Chapitre 16. Hercule Poirot était assis sur un siège carré, devant sa cheminée carrée, de son bureau carré à Londres. Il examinait divers petits objets qui, eux, n'avaient pas la même forme, étant au contraire fortement incurvés. Étudiés séparément, on pouvait se demander s'ils n'avaient pas été dessinés par un dément et à quoi ils servaient. Bien au contraire, chacun avait une fonction précise, et rassemblés, ils formaient une image. En d'autres termes, Poirot travaillait à un puzzle. Il étudiait un espace vide au bord étrangement déchiqueté. Cette occupation lui paraissait agréable, reposante, et offrait, lui semblait-il, quelques analogies avec sa profession, où il fallait ramener de l'ordre dans le désordre. Là aussi, il se trouvait en présence de faits à l'aspect bien étrange, qui paraissaient illogiques, n'avaient à première vue aucun rapport entre eux, et qui, dûment assemblés, formaient un tout. Il saisit un fragment gris et l'ajusta au milieu d'un ciel bleu, ce qui lui donna un morceau d'avion. « Oui, murmura-t-il, voilà ce qu'il faut faire. Prendre le détail improbable, le geste banal, écarter le fait qui semble probant. Une fois ajusté, l'affaire est terminée. Tout est clair. » Il réunit le mur d'un minaret, un morceau qui ressemblait à une étoffe rayée, et se trouva être le dos d'un chat, puis la moitié d'un nuage rose. Tout en les assemblant, il continuait à marmonner. Si seulement on savait ce qu'il faut trouver, ce serait si facile. Mais on l'ignore, de sorte qu'on cherche au mauvais endroit des objets inutiles. Il soupira, et son regard abandonna le puzzle pour se fixer sur la chaise vide qui était en face de lui. Moins d'une demi-heure auparavant, l'inspecteur Blanc y était assis, buvait du thé et mangeait des biscuits, carrés, tout en parlant avec mélancolie. Étant venu à Londres pour son service, et ayant eu un instant de liberté, il était venu faire une visite à M. Poirot. Il se demandait si celui-ci avait pensé à l'affaire de Nasse, et lui avait exposé ses propres réflexions. Son interlocuteur les avait approuvés, en estimant que Blanc voyait la situation sans parti pris. Il y avait plus d'un mois, près de 5 semaines, que l'affaire était en cours, mais rien n'avait surnagé. Le corps de Lady Stubbs n'avait pas été trouvé, et si la jeune femme était toujours vivante, elle s'était littéralement évaporée. Blanc jugeait sa survie improbable, et Poirot était de son avis. Certes, avait déclaré l'inspecteur, le cadavre a pu rester au fond de l'eau, on ne sait jamais, et s'il reparaît, il ne sera plus identifiable. Il y a encore une hypothèse, avait répondu Poirot. Blanc avait acquisé. Oui, j'y ai pensé et j'y pense toujours. Vous supposez que la victime est à Nasse, cachée là où nous n'avons pas cherché. Ce n'est pas impossible. Dans une vieille maison entourée d'un parc semblable, il y a des endroits auxquels on ne songe même pas et dont on ignore jusqu'à l'existence. Il s'était arrêté puis avait ajouté. Tenez, j'étais l'autre jour dans une maison où l'on avait, pendant la guerre, construit un abri anti-aérien, assez léger du reste dans le jardin. On l'avait relié à la cave de l'immeuble par un passage souterrain. Une fois la guerre terminée, l'abri s'est effondré. On en a fait une rocaille pour y cultiver des plantes grasses. Jamais on ne supposerait maintenant qu'il y a une chambre dessous et qu'un couloir dissimulé dans la cave sous un grand tonneau y conduit. Voilà ce que je crois. Il existe à Nasse une cachette inconnue. Ce n'est pas un trou à prêtre ou quelque chose d'approchant? L'époque de la construction ne cadre guère. C'est ce que dit M. Weyman. La maison a été bâtie vers 1790, et en Angleterre, les prêtres ne cherchaient pas à se cacher. Toutefois, il peut y avoir un abri dissimulé dans les murs et dont les propriétaires avaient connaissance. Qu'en pensez-vous ?
C'est possible. Oui, c'est une idée, mais qui le saurait? Un habitant de la maison. Mais cela innocenterait dessous ça. Comme celui-ci était son suspect numéro 1, l'inspecteur parut un peu navré, tandis qu'il continuait. Oui, un domestique ou un membre de la famille, moins probablement un visiteur de passage et des personnes venant de l'extérieur, tels que le ménage Legge, encore moins. La personne qui pourrait vous renseigner, si vous l'interrogiez, serait Mrs. Folliot, avait dit Poirot. Il pensait à part lui qu'elle savait tout ce qui touchait à l'ancienne demeure, et bien d'autres choses encore. Elle avait compris tout de suite que Hattie Stubbs et Marlène étaient mortes, que le monde et ses habitants étaient méchants. Oui, Mrs. Folliot devait posséder la clé du mystère, mais ne la tournerait pas volontiers. J'ai interrogé cette dame plusieurs fois, avait répondu Blanc. Elle a été fort aimable et a paru désolée de ne rien pouvoir m'apprendre. Pouvoir ou vouloir? S'était dit Poirot. L'inspecteur était peut-être du même avis. Il y a des femmes, avait repris Blanc, qu'on ne peut ni effrayer, ni convaincre, ni jouer. Et son interlocuteur estima qu'il en était ainsi de Mrs. Folliot. Blanc, ayant bu son thé, avait soupiré, était parti, et Poirot avait pris son puzzle pour tenter de calmer son irritation. Car il était furieux et même humilié. Mrs. Oliver l'avait appelé pour qu'il élucidât le mystère qu'elle pressentait, et qui existait. Elle avait été convaincue d'abord qu'Hercule Poirot en empêcherait l'exécution, et il n'avait rien empêché. Ensuite qu'il découvrirait le tueur, et il n'avait rien trouvé. Il marchait entouré d'une brume que trouait parfois un éclair fugitif qu'il ne pouvait saisir. Il se leva, passa de l'autre côté de l'âtre, disposa la seconde chaise carrée de manière à ce qu'elle occupât une position géométrique et s'y assit. Il abandonnait son puzzle criminel. Prenant un carnet dans sa poche, il écrivit en petites majuscules régulières Étienne de Sousa, Amanda Brewis, Alec Legge, Peggy Legge, Michael Weyman. Il avait été matériellement impossible à Sir George ou à Jim Warburton de tuer Marlène Tucker. Comme il n'en était pas de même pour Mrs. Oliver, il ajouta son nom en ménageant un espace après les autres. Il écrivit encore celui de Mrs. Masterton, qu'il ne se souvenait pas avoir vu sur la pelouse entre 4h et 5h moins le quart. Il traça aussi le nom du maître d'hôtel Hendon, plutôt parce que la romancière avait fait figurer un sinistre domestique parmi les personnages de la course à l'assassin, que parce qu'il soupçonnait le virtuose du gong. Il écrivit enfin « Jeune homme à la chemise aux tortues », en faisant suivre la phrase d'un point d'interrogation. Puis il sourit, hocha la tête, prit une épingle au revers de son veston, ferma les yeux et frappa. Ce moyen d'invoquer le sort en valait un autre. Mais il fut vexé en constatant que la pointe avait troué le dernier nom. « Je suis un imbécile. Qu'est-ce que ce garçon pourrait faire dans ce méli-mélo ?» Toutefois, il se rendit compte qu'il y avait une raison pour ajouter à sa liste l'énigmatique étranger. Il se remémora le jour où il était assis dans la folie et où le jeune homme avait paru étonné de le voir. Son visage était beau, mais peu sympathique, car il révélait l'arrogance et la cruauté. Il était venu dans un but déterminé. Il comptait rencontrer quelqu'un et s'en cachait. Pourquoi ? Ce rendez-vous avait-il trait au crime ? Poirot poursuivit ses déductions. Ce garçon séjournait à l'auberge de jeunesse, mais n'y passerait que de nuit. Y était-il venu au hasard, comme beaucoup d'autres étudiants qui visitaient la région, ou dans un but spécial pour voir quelqu'un ? La kermesse pouvait fournir l'occasion d'une rencontre qui paraîtrait fortuite. « J'en sais assez long, pensa le criminologiste,
et j'ai en main pas mal de fragments de puzzle. J'ai même idée du genre de crime dont il s'agit, mais je ne dois pas le regarder sous un angle approprié. Il tourna une page de son carnet et écrivit. Lady Stubbs a-t-elle vraiment prié Miss Brevis de porter un plateau à Marlène? Dans la négative, pourquoi la secrétaire le prétend-elle? Il réfléchit à la question. Miss Brevis pouvait avoir eu l'idée de faire goûter la fillette. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi avoir prétendu qu'elle avait reçu un ordre de Lady Stubbs? En arrivant au débarcadère, Miss Brevis avait-elle trouvé Marlène morte? À moins qu'elle ne l'eût assassinée elle-même, cela paraissait peu vraisemblable. Car elle n'était ni affolée, ni imaginative. Si elle avait trouvé la petite sans vie, elle eût donné l'alarme. Poirot regardait attentivement les questions qu'il venait d'écrire. Il avait l'intuition qu'elles contenaient un indice précieux qui lui échappait. Puis il traça ce qui suit. Étienne de Sousa déclare qu'il a écrit à sa cousine 3 semaines avant d'arriver chez elle. Est-ce vrai ou faux? Poirot était à peu près sûr que c'était faux. Il se rappelait ce qui s'était passé au cours du premier déjeuner. Pourquoi Sir George et sa femme eussent-ils joué la surprise, et, en ce qui concernait Lady Stubbs, un désarroi qu'ils n'éprouvaient pas? Ils ne pouvaient l'imaginer. Mais si ce jeune homme avait menti, quel était son but? Faire croire que sa visite était annoncée et bienvenue? C'était possible, mais assez invraisemblable. Certes, il ne pouvait fournir la preuve que cette lettre avait été envoyée et reçue. Voulait-il établir son identité? Sir George l'avait accueilli aimablement tout en ne le connaissant pas. Arrivé à cet instant de ses réflexions, Poirot s'arrêta. Sir George ne connaissait pas de Sousa. Lady Stubbs, qui le connaissait, ne l'avait pas vu. Était-ce significatif? Le jeune homme qui était arrivé ce jour-là, n'était-il pas le véritable Étienne de Sousa? En examinant cette hypothèse, Poirot n'en vit pas la portée. Quel intérêt un imposteur aurait-il eu? De toute façon, le cousin n'avait rien à espérer de la mort de Lady Stubbs. La police avait découvert que Hattie n'avait aucune fortune personnelle. Il essaya de se rappeler ce que la jeune femme lui avait dit ce matin-là. C'est un méchant homme. Et, d'après Blanc, elle avait affirmé à son mari, il tue des gens. À la lueur de ce qui s'était passé ensuite, cette dernière phrase prenait sens. Le jour où Étienne de Sousa était venu à Nas, 1 et peut-être 2 personnes avaient été tuées. Mrs. Folliot avait affirmé avec force qu'il ne fallait accorder aucune attention à ce que pouvait dire Hattie. Mrs. Folliot. Hercule Poirot fronça les sourcils, frappa le bois de son siège et murmura « J'en reviens sans cesse à cette vieille dame. Elle tient la clé de toute l'affaire. Si je savais ce qu'elle sait, je ne puis rester plus longtemps assis à réfléchir. Non, il faut que je reparte pour le Devonshire et que j'aille voir Mrs. Folliot. » Il s'arrêta un instant devant les hautes grilles en fer forgé du domaine de Nas et regarda dans la grande allée qui s'incurvait. L'été avait passé, des feuilles dorées tombaient des arbres et les pentes herbeuses s'étoilaient de petits cyclamènes mauves. Poirot soupira. La beauté de la propriété s'imposait à lui. En général, il n'admirait pas la nature sauvage. Il aimait les jardins ordonnés, mais il ne pouvait s'empêcher d'apprécier l'harmonie des buissons et des arbres. Le petit pavillon blanc s'élevait à sa gauche. Comme il faisait très beau, Mrs. Folliot ne devait pas être logée. Elle devait jardiner ou faire une visite chez des amis des environs. Elle n'en manquait pas, car elle avait habité le pays depuis sa jeunesse. Le vieillard duquel avait dit « Il y a toujours eu des Folliot au château de Nas. »
Poirot frappa doucement à la porte, et au bout d'un instant, il entendit des pas à l'intérieur. Il vit son l'air lent et hésitant. Puis le battant s'ouvrit, et Mrs. Folliot parut sur le seuil. Son visiteur fut frappé de son aspect vieilli et fragile. Elle le regarda, puis murmura « Comment, c'est vous, monsieur ?» Il eut l'impression qu'une crainte s'allumait dans ses yeux. Puis il pensa que c'était de l'imagination, et demanda avec courtoisie « Puis-je entrer, madame ?»« Bien sûr. » Elle avait recouvré sa dignité, lui fit signe d'approcher, et le conduisit dans un petit salon. Il y avait de délicats bibelots de Saxe sur la cheminée, des chaises recouvertes d'une ravissante tapisserie au point, et un service à thé en fine porcelaine sur la table. « Je vais chercher une autre tasse, » dit la maîtresse de maison. Poirot fit un geste de protestation, mais elle reprit. « Il faut que vous preniez du thé. » Elle sortit, et il regarda autour de lui. Un dessus de chaise au petit point, en voie d'achèvement, et où l'aiguille était piquée, était posé sur une table. Une étagère remplie de livres s'appuyait au mur, et des miniatures l'encadraient. Il y avait également, dans un cadre d'argent, une photographie fanée représentant un homme en uniforme, à la moustache cirée et au menton mou. Mrs. Folliot revint, portant une tasse et une soucoupe, et Poirot lui demanda « Ce portrait est celui de votre mari, madame ?»« Oui. » Puis, comme elle remarquait que son regard paraissait chercher d'autres portraits, elle ajouta d'un ton assez brusque « Je n'aime pas beaucoup les photographies. Elles vous font trop vivre dans le passé. Il faut apprendre à oublier et savoir élaguer les branches mortes. » Poirot se souvint que Mrs. Folliot taillait au sécateur les buissons d'un talus la première fois qu'il l'avait vue. Elle avait déjà parlé de bois mort. Il la dévisagea d'un air pensif et se fit une idée plus nette de sa nature. Cette femme était énigmatique et, en dépit de sa douceur, de sa fragilité apparente, devait pouvoir être sans pitié et savoir élaguer le bois mort de sa propre vie. Elle s'assit, versa une tasse de thé et s'enquit. « Du sucre? Du lait? »« 3 morceaux, si vous voulez bien, madame. » Quand elle tendit la tasse à Poirot, elle reprit du ton de la conversation ordinaire. « J'ai été surprise de vous voir. Je ne sais pas pourquoi, je ne supposais pas que vous auriez l'occasion de revenir ici. Je ne suis pas passé par hasard. »« Vraiment ?» Mrs. Folliot leva les sourcils d'un air interrogateur. « Je suis venu en grande partie pour vous voir. Tout d'abord, avez-vous des nouvelles de Lady Stubbs ?» La vieille dame secoua la tête. « Un corps a été rejeté l'autre jour sur la côte de Cornouailles. George est allé le voir, mais ce n'était pas sa femme. Je suis navré à son sujet, car la tension est trop forte. Suppose-t-il encore que sa femme est vivante ? » Mrs. Folliot secoua encore la tête, lentement. « Je crois qu'il n'a plus d'espoir. Si elle n'est pas morte, elle ne pourrait se cacher, alors que toute la presse et toute la police la cherchent. Même si elle avait perdu la mémoire, la police lui retrouvait, ne croyez-vous pas ? Cela semble probable. Cherche-t-on toujours ? Je suppose, mais je n'en sais rien. Et Sir George ? Il ne dit rien, et je l'ai peu vu, car il a surtout séjourné à Londres. Y a-t-il eu du nouveau en ce qui concerne l'assassinat de la jeune fille ? Pas que je sache. Ce crime paraît sans objet, pauvre petite. Vous en êtes toujours bouleversée, n'est-ce pas, madame ? Mrs. Folliot garda le silence un instant, puis répondit. Quand on est vieille, la mort d'un être jeune vous trouble toujours. On s'attend à quitter la vie, mais une enfant comme celle-là avait l'avenir devant elle. Il pouvait ne pas être intéressant. À nos yeux peut-être, mais pas aux siens. D'ailleurs, ajouta Poirot, tout en sachant qu'il nous faut mourir,
Nous autres vieux n'y tenons pas. Moi du moins, car je trouve encore l'existence intéressante. Pas moi. Elle avait parlé pour elle-même, et ses épaules s'affaissèrent encore plus, tandis qu'elle le reprenait. Je suis très lasse, monsieur, et je serai non seulement prête, mais reconnaissante quand mon heure sonnera. Il lui jeta un regard vif et se demanda, ainsi qu'il se l'était déjà demandé, si c'était une malade qui parlait, ayant la certitude que la mort approchait. Autrement, il ne s'expliquerait pas sa profonde fatigue. Amy Folliat était énergique, ne manquait pas de décision, avait connu bien des revers, perdu sa maison, sa fortune, ses enfants. Pourtant, elle avait survécu et coupé le bois mort. D'après ses propres paroles. Seulement, il y avait maintenant dans sa vie quelque chose que nul ne pouvait couper. S'il ne s'agissait pas d'une maladie grave, qu'était-ce ? Elle sourit un peu, comme si elle lisait dans les pensées de son visiteur, et déclara « Je n'ai plus beaucoup de raisons de m'accrocher à la vie. Certes, j'ai des amis, mais pas de famille proche. » Un instinct poussa Poirot à répondre « Vous avez votre maison. Vous parlez de Nas ? Oui. C'est toujours votre maison, n'est-ce pas, bien qu'elle appartienne légalement à Sir George Stubbs. En ce moment où il est à Londres, vous le remplacez. » Il revit une terreur passer dans les yeux de la vieille dame, qui répliqua d'un ton glacial. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. » Certes, je suis reconnaissante à Sir George de me louer ce pavillon, car je le loue et je lui paye une somme annuelle qui m'autorise à me promener dans la propriété. Poirot étendit les mains. « Oh, je m'excuse, je ne voulais pas vous froisser. » « J'ai, sans doute, mal interprété vos paroles, » répliqua-t-elle froidement. « Ce domaine est magnifique et l'on y respire la paix et la sérénité. »« Oui, n'est-ce pas ?» s'écria-t-elle, tandis que son visage s'éclairait. « Nous avons toujours eu cette impression que j'ai ressentie, étant enfant, la première fois que je suis venu ici. » Cette paix et cette sérénité existent-elles encore à présent ? Que voulez-vous dire ? Il y a désormais un crime impuni. Le sang innocent a été versé. Tant que l'ombre n'en sera pas dissipée, la paix ne reviendra pas. Je crois que vous le sentez aussi bien que moi, madame. Mrs. Folliat ne répondit pas et demeura parfaitement immobile. Poirot ne devina pas quelle était sa réaction. Il se pencha en avant et continua. « Vous en savez très long au sujet de ce crime. Vous n'en ignorez peut-être rien. Vous connaissez l'assassin de cet enfant, et vous savez pourquoi on l'a tué. Vous savez également qui a fait mourir Hattie Stubbs, et peut-être même où gît son corps. » Elle répondit d'une voix forte et sèche. « Je ne sais rien, rien. » Peut-être ai-je employé un mot inexact. Vous ne savez rien, mais je crois que vous devinez. J'en suis même absolument sûr. Ce que vous dites est, pardonnez-moi, ridicule. Ce n'est pas ridicule, c'est dangereux. Dangereux ? Pour qui ? Pour vous, madame. Tant que vous garderez par devers vous ce que vous savez, vous serez en danger. Je connais mieux les criminels que vous, madame. Je vous ai déjà dit que je ne sais rien. Vous avez au moins des soupçons. Aucun. Veuillez m'excuser, ce n'est pas vrai. Exprimer de simples soupçons serait mal, même cruel. Aussi cruel que ce qui a été commis ici il y a un peu plus d'un mois. Mrs. Folliat se rejeta au fond de son siège et murmura. Ne m'en parlez pas. Elle frissonna et ajouta. Du reste, c'est fini. Comment pouvez-vous dire cela, madame ? Je vous répète qu'un assassin n'a jamais fini. Elle secoua la tête. Si, la chose est terminée. Et de plus, je ne puis rien faire. Rien. Poirot se leva et la dévisagea. Elle ajouta avec impatience. Même la police a tout abandonné.
Il fit un signe négatif. « Vous faites erreur, madame. Elle n'abandonne pas. Et moi non plus. Souvenez-vous, madame, de ces mots. Hercule Poirot n'abandonne jamais. » Il sortit sur cette phrase menaçante.